Bueno, vamos a dar comienzo a esta tercera Nous mesa. allons commencer cette troisième table ronde. Nous avons la chance et l'honneur de partager cet espace avec trois femmes importantes qui vont nous offrir trois visions différentes qui vont apporter beaucoup à notre réflexion sur tout ce qui est lié à la virginité. Cette table ronde, nous l'avons appelée virginité et droits humains, violence associée au mandat de la virginité, même si on va aussi parler de liberté, de droit, de la nécessité de travailler dans le cadre de droit au choix des femmes, et nous allons parler des outils qui peuvent nous aider dans notre épanouissement pour décider, quelle que soit notre décision par rapport à la virginité, nous les femmes. Nous allons parler aussi du respect face à toutes ces différentes manières de faire, de prendre des décisions par rapport au processus que nous menons chacune d'entre nous dans les temps que nous vivons chacune d'entre nous. Nous allons commencer avec Barbara Tardon-Recio. Elle est docteure en études interdisciplinaires de genre, experte en droit humain et violences sexuelles. Merci Barbara. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier les collègues de l'UNEF puisque vous m'avez invité. Je peux partager cet espace avec les expertes précédentes et puis avec ces deux grandes femmes qui m'intimident un petit peu. Et puis dans le public, il y a beaucoup de collègues qui sont là aussi, qui travaillent dans le cadre des violences faites aux femmes, sur le corps des femmes. Après cette brève introduction, je ne vais pas m'étendre, je ne vais pas dire beaucoup de choses intéressantes pour ces personnes qui m'ont déjà entendu, mais j'espère que mon approche va vous apporter à vous autres quelque chose de différent sur la thématique que nous abordons aujourd'hui. Dans les congrès, les ateliers, les espaces d'activisme, de militantisme où on m'invite, je fais toujours une introduction pour expliquer que je parle de mon expérience professionnelle, puisque je travaille dans le cadre des violences faites aux femmes, les violences sexuelles spécifiquement, et des droits humains. Et en tant que militante féministe, féministe radicale, je me déclare comme telle, même si j'aime entrer en débat avec mes collègues post-féministes. Eh bien, vous pouvez le voir dans ce livre qui est lié dans ma bibliographie, et puis ce qui est lié aussi au cadre théorique féministe, qui n'est pas forcément lié à ma qualité d'universitaire, mais ceci m'a permis d'améliorer le travail que je réalise au jour le jour dans le secteur. Nous avions préparé un PowerPoint, mais pour des raisons de temps et parce que je l'ai envoyé hier trop tard, on n'a pas pu vous le présenter. Mais je voulais vous parler de trois questions sur lesquelles je voudrais débattre. Tout d'abord, première question, quelle est la relation que peut établir entre les droits humains et le mandat de la virginité? On avait une petite diapositive pour que vous puissiez mener votre réflexion. Deuxième question, quelles sont les implications qui dérivent de ce mandat de la virginité face aux droits humains? Et enfin, je voulais aborder le terme suivant, qu'on n'a pas abordé encore, les obligations de l'État dans le cadre des droits humains pour combattre ces mandats qui vulnèrent les droits de la femme sous la forme de violences faites aux femmes. Première question, quelles sont les relations qui peuvent être établies entre le mandat de la virginité et les droits humains?
Je crois que après toutes ces expertes, nous sommes tous d'accord. La virginité est un mandat culturel. Ça me dire que c'est une tromperie, moi, qui est construite depuis une idéologie patriarcale qui est sous-jacente, qui nous condamne à souffrir de multiples formes de violence face à nos corps, dont la violence sexuelle, qui est la spécialité sur laquelle je travaille. La virginité, le concept de virginité est une construction culturelle, nous l'avons dit, dont la finalité est liée au patriarcat pervers et le contrôle de nos corps, de la sexualité, de la liberté des femmes. En termes de droits humains, comme vous savez, beaucoup d'entre vous, le contrôle des corps des femmes est dans un cadre international des droits humains qui est toujours lié aux marques théoriques féministes, et ceci aboutit à la transgression de nos droits comme femmes. Nous connaissons ces droits. Le droit à la dignité, le droit à la liberté, le droit de ne pas souffrir un traitement inhumain, le droit à la santé intégrale, à ne pas être torturé, le droit à la sécurité, à la liberté, etc. Donc, ce qui est clair, très clair même, la virginité, le mandat, cette construction horrifiante de la virginité, on peut considérer que c'est une forme symbolique de violence machiste faite aux femmes. Une violence symbolique dans les termes de Bourdieu, puisque par rapport à cette violence symbolique, d'autres formes de violence se produisent, comme on le sait, les violences sexuelles multiples faites aux femmes. Nous savons tous que quand on parle de violence sexuelle, c'est une forme extrême de transgression des droits de l'homme, basée sur l'exercice de la violence spécifique, comme le harcèlement, l'agression sexuelle, au-delà de ce qui est établi dans le code pénal, c'est-à-dire qu'il y a violence sexuelle quand il n'y a pas de consentement. Je reviens sur le mot consentement, il y a un débat là-dessus entre le désir et le consentement. Moi, je suis à faveur de la déconstruction des termes. Voyons le consentement. Et quand je parle du consentement, il n'y a pas de liberté sexuelle quand il n'y a pas de consentement, quand il n'y a pas d'autonomie sexuelle, quand il n'y a pas de liberté de choix. Qu'est-ce qui se passe alors? Quelles sont les implications qui en dérivent de ces mandats, de tous ces mandats terribles, cette idéologie terrible qui nous guette, qui alimente de façon constante toutes les violences, qui justifie toutes ces violences faites aux femmes. Dans le cadre des droits humains, les implications sont importantes. Je vais vous l'expliquer. Nombre de collègues travaillent sur le thème, vous le savez bien sûr. À partir du moment où on accepte qu'il y a des droits qui sont bafoués, tous les États occidentaux et autres, ont signé une série de traités, ont ratifié une série de conventions, et il y a donc un cadre international des droits humains, donc les États ont une série de responsabilités pour lutter contre ces violences et contre ces mandats qui provoquent des violences sous ces différentes formes, sous leurs différentes formes faites aux femmes. Quand les États signent des traités, vous connaissez la Convention de l'Afrique de l'Ouest, celle d'Istanbul, etc., qui dérivent du comité de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, etc. au niveau régional. Ceci est contraignant. C'est
il est obligatoire de respecter ces traités. Respecter, ça veut dire qu'il y a des responsabilités juridiques qui va au-delà d'une simple ratification d'une convention, d'un traité. Donc, passons à la troisième question qui, d'après moi, est la plus importante. Quelles sont les obligations? Et c'est là où je peux vous apporter un peu plus par rapport à mes collègues. Dans le cadre des droits humains, comment l'État peut lutter contre ces mandats pour faire face à ces violences faites aux femmes et aux filles? Nous avions une diapositive très significative. Il y a la norme, est une diligence due. Il y a 4 degrés d'obligation de l'État. Et l'État, comme l'État espagnol, doit prévenir les violences, le fait que les droits humains sont bafoués. Il faut prévenir donc les violences et la transgression des droits humains pour assister les victimes, les survivants par rapport à toutes les violences faites aux femmes. Il faut sanctionner les responsables de ceux qui ont bafoué les droits humains, ceux qui ont commis des violences sexuelles face à ceux qui justifient ces violences face aux femmes, et il faut aussi réparer intégralement les victimes et les survivants. Notre État, l'État espagnol et d'autres États aussi doivent le faire. Je ne vais pas parler d'autres pays puisque ma seule expérience a été en tant que coopérante, mais je ne peux pas parler vraiment d'autres pays. D'autres collègues certainement qui viennent d'autres pays peuvent en parler. En tout cas, l'État espagnol et les États européens ont des responsabilités à partir de ces 4 degrés d'obligation. Ce que l'on rencontre sur le terrain des violences sexuelles en tant que professionnel, c'est que les 4 degrés ne sont pas respectés au niveau de l'État. Les droits humains des femmes, donc, sont bafoués encore et encore de façon constante, permanente. Et c'est lié à ce dont nous parlons, à la virginité, au mandat patriarcal, aux mythes. Ces mythes qui sont un piège, même les féministes sont prises au piège par ces mythes patriarcaux, notamment dans le domaine des violences sexuelles. Et alors, je vais rappeler certaines choses mentionnées par les collègues. L'État espagnol n'exerce pas sa diligence dans la prévention des violences sexuelles. Beaucoup de travail a été réalisé, certes. Et, le chemin a été long depuis les années 90 pour protéger, garantir les droits humains des femmes victimes des violences mais les violences sexuelles, l'excision, les mariages forcés n'ont pas été autant pris en compte. L'État espagnol, qu'est-ce qu'il fait? Dans la prévention des violences sexuelles, il faut le faire aussi via une éducation affectivo-sexuelle dans un cadre théorique féministe des droits humains. Il y a donc une responsabilité des institutions. Les institutions maintenant ont des initiatives individuelles d'un professeur, d'une professeure qui font de l'éducation affectivo-sexuelle, mais il n'y a pas vraiment un cadre institutionnel pour travailler contre ces mandats. Et puis, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, on pourrait débattre dessus,
c'est que on a fait le pari d'un discours où les responsables de son mandat, ce sont les adolescents. Et on n'a pas parlé de la responsabilité de la société, de l'école, dans cette façon d'apprendre en quoi consiste la liberté sexuelle, le consentement et le désir. Parler des écoles, c'est pas forcément le paradigme, mais les féministes américaines des années 70 sont un exemple à suivre, comme les féministes égyptiennes, etc. Mais dans beaucoup d'écoles d'Amérique du Nord, pas dans les États d'extrême droite, mais il y a dans les autres États les enfants qui ont des cours d'éducation sexuelle. Et en Espagne, rien de rien. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme attente alors pour lutter contre ces faits? Il n'y a pas de politique publique, il n'y a pas de protocole, de procédure. Et puis, voyons maintenant le deuxième degré, la sanction des responsables et des coupables de toutes ces violences sexuelles et violences dérivées qui sont justifiées par ces mandats. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Les sanctions faites aux coupables, aux responsables, n'ont pas de commune mesure par rapport à un cadre de droits humains. Il y a des jugements qui sont prononcés, comme le jugement de la Manada, un cas célèbre en Espagne. Si on regarde la jurisprudence espagnole, est un des meilleurs jugements, en fait, malgré sa dureté. Ce jugement de la Manada a condamné des violeurs, mais dans la grande majorité des cas, tous ces mythes dont on parle sont reflétés avec comme un tampon de la mythologie patriarcale dans toutes les institutions, alors qu'elles devraient accompagner les jeunes femmes, les filles, les femmes. Mais il y a un système judiciaire en fait qui reproduit de façon constante cette mythologie. Voilà que quand on va au procès, on demande à la jeune fille, étiez-vous vierge ou pas? Est-ce qu'il y a une pénétration ou pas? Est-ce qu'il y a eu usage de la force ou non? Cette mythologie qui construit une culture de viol, qui alimente le fait qu'il y ait des violences directes. Bien, troisième degré de responsabilité de l'État espagnol, ou de tous les États en tout cas, j'insiste. L'assistance intégrale aux victimes, aux survivants, à la famille, le mandat de la virginité et d'autres mandats patriarcaux provoquent des violences. Mais quand la violence se produit, qu'est-ce qui se passe? L'État a des responsabilités. Il y a des standards qui doivent être applicables dans toutes les régions du pays au niveau local et municipal. Il doit y avoir des ressources spécialisées pour prendre en charge toutes les victimes et tous les survivants, pas seulement les femmes qui ont vécu des violences dans le couple. Très peu de régions, de communautés autonomes ont des ressources spécialisées pour les victimes des violences sexuelles, qui est une des violences qui dérive de l'acceptation de ce mandat de la virginité, j'insiste. Et donc, il y a des professionnels qui demandent toujours une formation spécialisée en violences sexuelles et en autres formes de violence liée à cela. Et une autre journée de ce genre est toujours une réussite pour pouvoir nommer ces choses, pour que ce ne soit plus des politiques, mais que ce soit des mesures réelles pour ce dont nous avons besoin, nous les professionnels. Nous n'avons pas de ressources spécialisées dans l'État espagnol pour prendre en charge les filles, les jeunes, les femmes, les adultes, les familles, toutes ces communautés, pour les prendre en charge par rapport à ces dommages dont elles souffrent. Dans toutes ces communautés qui sont endommagées par ces violences, qui souffrent des conséquences de ce qui est dérivé des violences sexuelles.
que ce soit via une amie, quelqu'un qui fait partie de la famille. 4e degré d'obligation de l'État. Hein. C'est un peu la grande lacune en Espagne, alors qu'en Amérique latine, c'est un exemple à suivre. Nous avons beaucoup à apprendre. C'est la fameuse réparation intégrale aux victimes. Toutes les victimes qui ont vu leurs droits humains bafoués, les violences machistes, sexuelles, ont droit à une restitution des droits bafoués. Elles ont droit à une indemnisation, à une assistance de manière intégrale. Elles ont droit à la vérité et aux garanties de non-récidive. Et aujourd'hui, la réparation est une grande lacune dans toute la réglementation. Depuis 2004, l'état de la victime ne parle pas de réparation intégrale. La loi de 2004 ne parle pas de réparation et le pacte d'État ne parle que d'une seule mesure par rapport à la réparation intégrale en ce qui concerne l'indemnisation. Alors que la réparation, vous le savez, pour les victimes, c'est subjectif, chacun souffre d'une manière différente, mais seulement, bien souvent, on veut seulement voir la vérité et que que l'État reconnaisse quelque chose. Je vous parlais d'un cas de Eugenia González. Elle veut seulement que l'État reconnaisse la responsabilité de l'État dans le cas où sa fille a été assassinée. Hein. Donc j'en reviens, tous ces mandats ne peuvent pas être combattus sans travailler dans ces degrés de responsabilité. Alors, Audre Lorde, qui faisait partie aussi de mes citations dans mes diapositives, on ne la voit pas. Alors, on est là aussi, ça fait partie d'un changement. Je ne sais pas si on aurait pu célébrer ces journées, une conférence de ce type ici, mais c'est vrai qu'il faut briser le silence, il faut parler, il faut verbaliser pour politiser. Et Audre Lorde a une phrase que l'on retweet sans doute: le silence ne te protégera jamais. Le silence will never protect you, c'est évident. Où on brise le silence et on passe de la théorie à la pratique dans le cadre des droits humains depuis une approche féministe, ou alors le mandat de la virginité sera toujours présent dans notre idéologie avec les conséquences que l'on sait pour le corps des femmes et des filles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Barbara. À la fin, on pourra faire des questions à toutes. On va passer à maintenant notre intervenante suivante, Soumaya Namanguessou. Elle vient de la sociologie. Elle est professeure de l'Université Hassan II à Casablanca, au Maroc. Et donc, nous avons l'honneur de compter sur elle. On peut bien sûr tirer nombre d'informations de ses études, de ses recherches, et je lui passe la parole. Merci. Merci, Ángeles. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui, et surtout à cette conférence de l'UNAF qui fait un travail fabuleux. Je vous félicite, je félicite l'équipe. Je voulais remercier Louisa aussi qui a coordonné cette rencontre, et mon amie Zoubida Bouralem de Granada qui a donné mes coordonnées et grâce à laquelle je suis ici. Avant de vous entretenir, je voulais juste dire que j'ai ramené quelques-uns de mes livres, s'il y avait des francophones. J'ai ramené un livre que j'ai écrit avec le docteur Guessou Chakib, qui est médecin radiologue, mais aussi socio-anthropologue, et parfois c'est mon mari, quand il est gentil. C'est Grossesse de la honte. C'est un livre sur les mères célibataires au Maroc, qui est un phénomène assez inquiétant, les mères célibataires et leurs enfants.
J'ai ramené aussi un recueil de chroniques, c'est pas juste, où je dénonce les injustices dont sont victimes les femmes, mais également les hommes. Un livre, Vous les femmes, nous les femmes et vous les hommes, qui est une évolution de la relation homme-femme avant le mariage, pendant la préparation du mariage et la belle vie conjugale. Un autre livre, Les femmes dans le Maroc d'hier aujourd'hui, c'est les changements, l'évolution des pratiques et des mentalités chez les femmes. Et comme les hommes ont toujours reproché de ne pas m'intéresser à eux, eh bien voilà, je leur ai offert un livre qui s'appelle Vous les hommes. Voilà, si quelqu'un était intéressé, n'hésitez pas à venir me voir à la fin. Je voudrais vous entretenir un petit peu de l'évolution d'abord de la société marocaine. Avant l'indépendance, c'est-à-dire avant 1956, les femmes étaient enfermées chez elles et elles étaient mariées à l'adolescence et elles devaient être de bonnes ménagères et surtout faire des enfants. C'est ça qui était la valeur d'une femme. L'homme était à l'extérieur du foyer et c'était lui qui ramenait de l'argent pour nourrir et entretenir les femmes. Et le milieu professionnel était exclusivement masculin. Après 1956, il y a eu, on ne peut pas parler dans le cas de la société marocaine d'évolution parce qu'il y a eu énormément de bouleversements. C'est-à-dire que les choses ont été de façon très rapide. Et nous avons réalisé pratiquement en 60 ans ce que l'Occident a réalisé en plus d'un siècle et demi. Donc vous devinez que tout ça, ça crée des contradictions, des paradoxes entre la modernité, la tradition, la culture, etc. Et c'est pour ça que je voulais dire attention au jugement. Nous travaillons aujourd'hui sur la virginité, je vais dire des choses très désagréables, mais je vous demande de ne pas juger. Le Maroc, la société marocaine est en train de faire le cheminement que les sociétés occidentales ont fait. Et il est tout à fait normal de laisser le temps au temps, même si nous, féministes, on est toujours très, très pressés. Il y a eu des mutations sociales à partir du moment où les femmes sont sorties de chez elles pour la formation, pour la scolarité, pour le travail. Le Maroc était une société très rurale. Dans les années 60, on était plus de 70% de ruraux. Aujourd'hui, on n'est plus que 40%. Et c'est dans le rural qu'il y a du conservatisme. Aujourd'hui, les familles subissent l'influence des chaînes satellitaires, de la télévision, parce que tous les foyers, même ruraux, ont leur télévision. Et donc, il y a une influence nouvelle des chaînes satellitaires, des films, qui soient turcs, américains, coréens, mexicains, où l'amour est vraiment sublimé. Et ces films présentent une relation homme-femme libre et libérée. Dans une société où on va dire aux filles, attention, tu dois être vierge jusqu'au mariage. Les filles aujourd'hui prennent de plus en plus de valeur dans notre société. Avant, on préférait avoir des garçons. Les mères aujourd'hui préfèrent avoir des filles pour plusieurs raisons, parce qu'elles sont responsables, parce qu'elles travaillent bien, etc. Les filles aujourd'hui, les femmes contrôlent mieux leur corps. Dans les années 60, chaque femme avait en moyenne 7 enfants. Aujourd'hui, chaque femme a en moyenne 2,2 enfants. Donc, elles contrôlent véritablement leur corps. Et le problème d'une société comme la nôtre et de toutes les sociétés arabes, c'est que nous sommes une population très jeune, contrairement à la population espagnole. 75% de la population a moins de 40 ans et 45% de la population a moins de 25 ans. Donc, vous voyez un petit peu de cette population où on va parler de cette puissance sexuelle et de la recherche vraiment de l'amour et de la sexualité. Or, le problème qui se pose, c'est qu'avant, on mariait les filles à la puberté pour canaliser leur pulsion sexuelle. Comme ça, on était sûr qu'une fois que le corps allait s'éveiller, elles allaient être livrées au mari. Or, aujourd'hui, l'âge du mariage pour les filles au Maroc est de 27 ans. Pour les garçons, il est de 31 ans. Et imaginez, est-ce qu'on peut demander à une fille de rester chaste jusqu'à 37 ans? C'est quand même assez difficile. Les femmes prennent du poids. On se rend compte qu'aujourd'hui, plus de la moitié des demandes de divorce sont demandées par des femmes. Alors qu'il y a 15 ans à peine,
la femme ne divorçait pas, elle subissait la violence conjugale pour garder son statut de femme mariée. Donc les femmes marocaines avancent énormément, elles avancent même, elles évoluent beaucoup plus vite que les hommes, et ça crée des conflits. L'homme marocain ne sait plus comment se comporter avec la femme marocaine. Les lois au Maroc avancent très rapidement. Le Maroc a ratifié toutes les conventions internationales des droits de l'homme, mais les mentalités sont un petit peu à la traîne. Il ne suffit pas de promulguer une loi pour que les mentalités puissent switcher du jour au lendemain. Il y a un temps d'adaptation. Les femmes aujourd'hui sont majors de promotion, elles sont excellentes, elles occupent tous les postes. Il n'y a plus un poste aujourd'hui au Maroc, il n'y a pas de femmes. Donc elles ont beaucoup de valeur. Mais dans leur éducation, leur valeur primordiale, c'est leur virginité. Alors que la valeur primordiale d'un homme célibataire, c'est d'abord sa virilité. Et donc, comme on lie l'honneur des familles à la membrane de la virginité, il va s'exercer beaucoup de pression sur ces jeunes filles, de manière à ce qu'elles restent vierges jusqu'au mariage, sinon l'honneur des familles est complètement entaché. Et donc, ça va être les mères qui vont surveiller les filles, et ça va être les mères qui vont apprendre à leurs fils de surveiller leurs filles. C'est assez amusant parce qu'on se rend compte que les femmes utilisent des outils de patriarcat, c'est assez étrange, hein, pour justement mettre cette pression sur les femmes au nom de la virilité, de l'honneur, et elles vont charger leurs fils d'être des contrôleurs de leurs sœurs, ce qui crée de la violence, etc. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, la sexualité s'exerce de plus en plus. 27 ans en moyenne pour les femmes. Elle s'exerce avant le mariage, et ça pose des problèmes énormes pour les filles qui ne savent plus comment se comporter avec les hommes. Alors, les hommes marocains, on leur dit, la culture leur dit, tu dois être vraiment viril, tu dois avoir un maximum d'expérience sexuelle avant le mariage. Mais avec qui? D'ailleurs, ça a été dit par Isabelle, avec qui ils vont exercer cette sexualité, hein? Maintenant, ils protègent leurs sœurs, mais ils vont l'exercer avec les sœurs d'autres garçons et d'autres hommes. Vous voyez, ces paradoxes et ces contradictions. Et quand les filles, l'amour est sublimé, les jeunes filles rêvent de vivre des relations d'amour extraordinaires, de sensualité, d'érotisme, mais elles savent qu'une fois qu'elles veulent aller au mariage, ces mêmes hommes qui vont leur dire « je t'aime », etc., une fois qu'ils veulent se marier, ils vont aller chercher une fille de bonne famille, bint aïla, une fille de bonne famille. Parfois, ils vont demander à la maman « cherche-moi une fille de bonne famille », c'est-à-dire donc vierge. Et ils ne savent plus comment se comporter, ces filles. Est-ce qu'elles se donnent? Certaines se donnent à moitié par la sodomie, d'autres se donnent, et bon, elles vont se faire recoudre, mais bon, on va en reparler. Et les jeunes hommes marocains sont géniaux, parce qu'ils vont dire à ces jeunes filles « je t'aime, je ne peux pas avoir de relation platonique avec toi. Pour consolider l'amour, il faut qu'on ait une relation sexuelle, il faut qu'on voit si on s'entend sexuellement. » Très bien. Une fois que la fille passe à l'acte, à ce moment-là, ça a déjà été dit, eh bien, ça va être vu comme une fille légère, parfois une putain, hein, et cet homme n'ira certainement pas l'épouser, quoique, je vais le dire tout à l'heure, de plus en plus de jeunes hommes acceptent de se marier à des filles non vierges. Ils ne sont pas importants, mais ce qui est important, c'est que leur nombre va en grandissant. Alors, ce qu'on dit toujours, et ça c'est assez amusant, nous sommes musulmans, ok. Dans l'islam, comme toutes les religions monothéistes, le christianisme et le judaïsme, les relations sexuelles hors mariage sont interdites, on est d'accord. Mais nos sociétés ont décidé du contraire. La religion, l'interdit sexuel religieux s'applique sur les femmes. Et sur les hommes, c'est la tradition qui s'applique. Je donne un exemple, un étudiant qui me disait « Madame, je suis inquiet, les filles marocaines sont devenues des prostituées parce qu'elles font l'amour avant le mariage. » J'ai dit « Oui, peut-être tu as raison. C'est vrai. Et toi, est-ce que tu es vierge ?» Il était scandalisé. « Moi, madame, mais attends, moi je suis un homme, madame. » Oui, mais attends, que dit la religion? Et pour l'homme et pour la femme. Donc voilà, nous vivons dans ces paradoxes qui sont encouragés d'abord par les mères. Et la virginité est sublimée dans tous les pays arabes
arabo-musulmans et également musulmans. Et quand je fais des enquêtes et que je demande aux jeunes hommes, mais pourquoi tu veux une fille vierge? Alors, la première raison, c'est pour ma mère, pas pour mon père, c'est pour ma mère. Pourquoi? C'est parce que c'est la mère qui dit au garçon, attention, n'épouse pas une fille sale, il faut que ta femme soit vierge, etc. Et la deuxième raison, c'est que je veux essayer ce que c'est. Il paraît que c'est génial de déflorer une fille. Je dis, mais attendez, est-ce que tu sais déjà ce que c'est? Ça se passe parfois dans le sang, c'est douloureux. Non, mais alors c'est sublimé. Tout le discours social sublime cette défloration comme étant le summum du plaisir. Et ça, il y a quelque chose à déconstruire. Au niveau des médias, les médecins, au niveau de l'éducation, nous avons tous un devoir, et les parties concernées, de déconstruire cette sublimation que nous avons de la défloration. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans une défloration? Rien du tout, c'est bestial. Et par rapport aux dégâts, justement, de cet attachement à la virginité, ça a déjà été dit, l'éducation sexuelle est un tabou dans nos pays, au Maghreb et dans les pays arabes, parce qu'on fait une confusion entre éducation sexuelle et liberté sexuelle. Et nous avons besoin d'expliquer les mots. Quand vous dites tarbiya al-jinsiya, on comprend le hurriya al-jinsiya. Quand on dit éducation, on comprend liberté. Or, ça n'a rien à voir. La liberté sexuelle est un domaine et l'éducation sexuelle. Et ça, c'est des mots, c'est des concepts qu'il faut expliquer surtout aux mères, parce que ce sont elles, véritablement, qui transmettent cet art. Aujourd'hui, les filles vierges, je l'ai dit, n'ont aucune les filles, non vierges n'ont aucune valeur, aucune valeur au mariage. Et on se rend compte que le célibat des hommes, par exemple au Maroc, les hommes vivent leur célibat de façon géniale. Quand je pose la question aux hommes, comment tu vis ton célibat? Célibat, c'est bikhir ou ala khir, c'est génial. Liberté, multiplication de partenaires, etc. Mais les femmes, les jeunes filles, les célibataires vivent très très mal leur célibat. Maintenant, heureusement, je l'ai dit, il y a de plus en plus de filles. Nous n'avons pas les chiffres, aucune fille, il n'y a pas de statistiques. Aucune fille ne va dire, moi, officiellement, ouvertement, oui, moi j'ai des relations sexuelles. Mais, donc, il n'y a pas de statistiques. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont très très nombreuses. Et elles savent que si elles ne sont plus vierges, elles vont aller se faire recoudre. Ça a déjà été dit. Alors, il faut savoir qu'au Maroc, et là, j'invite les jeunes filles qui ont envie de se faire recoudre, venir au Maroc, parce que j'ai appris qu'en Espagne, c'est 2 000 à 3 000 euros. Au Maroc, c'est 200 euros. Vous pouvez faire la publicité pour la reconstruction de l'hymen au Maroc. Il y a même mieux. Il y a des produits chinois. Les Chinois sont arrivés à notre secours. Vous avez un produit à 100 dirhams, c'est-à-dire 10 euros, et un autre produit à 40 euros, qui dit mieux. C'est vraiment un très bon prix. Et ça marche. Donc c'est juste comment on appelle ça, des petites poches où il y a du sang. Tout à l'heure, la question a été posée par Isabelle, comment ça se passe? Eh bien, la jeune fille va mettre ce sachet de sang, elle va serrer ses cuisses de manière à ce que la pénétration ne se fasse pas facilement, et le mari va avoir sa goutte de sang, il en est content, et tout le monde est tiré d'affaire. Maintenant, est-ce qu'on doit recoudre, faire ces reconstructions de l'hymen? Il y a 15 ans, je travaille beaucoup avec mon mari, avec la communauté maghrébine à l'étranger, surtout en Hollande, en Belgique, en France. Il y a 15 ans, nous avons reçu une délégation de 5 intervenants, dont des médecins. Nous les avions reçus au Maroc, qui avaient l'air très très sérieux et qui étaient venus nous voir en consultation pour savoir si en Hollande, ils pouvaient continuer à faire la reconstruction de l'hymen ou pas. Et nous avons passé 4 heures à discuter. Et on a fini par dire qu'il valait mieux la faire il y a 15 ans. Parce qu'une fille qui n'est pas vierge, elle va être damnée, elle va être exclue, elle va être marginalisée. Et c'est toute une vie qui va être complètement gâchée. C'est hypocrite, c'est immoral, ça ne correspond pas à l'éthique. Je suis écœurée quand je dis oui, il faut le faire. Mais en tout cas, ça sauve énormément de jeunes filles qui ne vont pas se retrouver marginalisées dans la rue, peut-être même des mères célibataires. Je suis écœurée, mais la réalité s'impose à nous. Maintenant, au niveau de la nuit de noces, on se rend compte qu'aujourd'hui encore au Maroc, la nuit de noces se passe dans la violence parce que c'est là où il y a la défloration. Alors avant, ça a déjà été dit, la fille, la future mariée, est conduite chez le médecin. Il faut savoir que les certificats de virginité, que vous avez appelés tests de virginité, sont très, 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 très courants au Maroc.
Certains médecins à Casablanca, qui sont dans des quartiers populaires, peuvent en faire 10, 15, 20 par jour, surtout à partir du mois de juin, juillet, août, où il y a les mariages. Et la jeune fille est entraînée, malgré elle, chez le gynéco, souvent, très souvent, avec un membre de la belle famille et avec un membre de sa famille. Et c'est une violence, réellement, qui est faite. Pour moi, c'est une sorte de viol, cette jeune fille à qui on va écarter les cuisses. Et parfois, la belle-mère ou la belle-sœur demande à voir, ou la mère demande à voir. Et nous avons des médecins qui acceptent. Imaginez cette jeune fille, si ce n'est pas un viol. Cette jeune fille à qui on va écarter les cuisses, il va y avoir des têtes qui vont se mettre pour bien voir cet hymen. Donc, c'est vraiment une violence, c'est un viol pour moi. Maintenant, toute la culture enseigne qu'un homme doit faire vite, parce qu'on l'attend parfois, il doit prouver sa virilité. Parfois, il y a toute la famille qui attend dehors. Alors, plus il a des fleurs, plus vite il a des fleurs, et plus vite il montre que c'est un gars, c'est un homme viril. Donc, qu'est-ce qu'on lui conseille? De faire dans la violence, parce que s'il le fait doucement, avec des caresses, le vagin va se lubrifier. Et donc, la défloration, il y aura... Oh là, 10 minutes, merci. La défloration ne se fera pas, il n'y aura pas assez de sang. Alors, il y a des chansons pour ça, etc. Et il n'est pas rare que certaines mariées, surtout au niveau du rural, soient conduites dans les centres, dans les urgences, parce qu'elle a été déchirée à force par cette violence. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est qu'il y ait beaucoup de sang sur le linge. Alors avant, le linge taché de sang faisait le tour du quartier, le tour du bourg, d'El Douar. Aujourd'hui, le linge ne sort pas taché de sang. Il va rester dans la maison, mais de plus en plus de familles vont le laisser seulement dans la chambre. Vous voyez comment on est en train d'évoluer. On considère que c'est honteux de faire le tour du quartier. C'est honteux de l'exposer au salon, mais souvent, il va être dans la chambre nuptiale pour que la belle famille le voie. Et donc, ce qui est désolant dans tout ça, c'est que, premièrement, les médecins sont complices. Ils ne dénoncent pas quand une femme vient violenter, déchirer, etc. Or, c'est une violence et il n'y a aucune loi qui oblige les médecins à dénoncer cette violence parce que, bon, c'est dans le cadre conjugal, c'est le devoir conjugal. Et là, nous sommes en train de travailler, justement, avec mon mari, on est en train de publier un livre sur le viol conjugal et on veut que cette violence de la nuit de noces soit pénalisée. D'autre part, nous faisons tout pour que les certificats médicaux ne soient plus délivrés, parce que les médecins sont tenus par le secret professionnel. Le médecin n'a pas à délivrer à la belle-mère ou à la mère une attestation qui est en relation avec le corps de la femme. Et souvent, il faut savoir que dans notre culture, très souvent, nous faisons la confusion entre la religion et la tradition. Là, on n'est pas du tout dans l'islam. On est vraiment dans la tradition. Et je vous donne, puisque nous avons des appuis qui sont le Coran, les hadiths, c'est-à-dire les dires authentifiés du prophète. Il y a un dire du prophète qui dit « Qu'aucun de vous ne se jette sur sa femme comme le font les bêtes, ni sans lui avoir d'abord tenu des propos tendres, ni caresses, ni s'être couché à côté d'elle, en sorte qu'il satisfait son désir grâce à elle, et après qu'elle ait satisfait son désir grâce à lui. » Si on se référait au Coran, si on se référait à l'islam, nous ne serons pas en train de parler aujourd'hui de cette violence. Et alors, les dégâts, c'est quoi? Voilà, les dégâts, c'est que, bon, nous n'avons pas de crime d'honneur au Maroc, mais par exemple, en 2016, une jeune fille à Marrakech, dans la pleine ville de Marrakech, après son mariage, alors qu'on l'a emmenée dans sa chambre nuptiale, s'est jetée du 5e étage parce qu'elle n'était pas vierge. Ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas courant, mais c'est inadmissible que dans le Maroc moderne, on puisse aujourd'hui arriver à cette situation. Un autre dégât, nous travaillons dans le cadre, nous avons créé la Société marocaine de sexologie il y a une vingtaine d'années. Et donc, je touche un petit peu à la sexologie. Et un des dégâts de cette obsession dans l'éducation de la fille à qui on demande de serrer ses cuisses, attention, n'écarte pas les cuisses, protège-toi, protège ton corps, tes frères vont te tuer, même s'ils ne la tuent pas, mais bon, ils la tabassent, etc. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes mariés qui n'arrivent pas à se faire déflorer. Il y a pas longtemps, la semaine dernière,
J'ai eu une jeune étudiante à la fac qui est venue me dire, sa sœur, qui a un bac+4, est mariée depuis 4 mois, elle n'est pas arrivée à se faire déflorer par son mari. Vous voyez, cette obsession de la virginité s'inscrit là-dedans et fait que beaucoup de jeunes mariés n'arrivent pas à se faire déflorer, et il y a beaucoup de vaginisme, c'est-à-dire des femmes qui vont avoir des douleurs immenses au niveau du vagin, qui ne sont pas imaginées, elles sont là, mais ce sont des douleurs psychologiques, on va nouer quelque chose là-dedans, en relation avec le vagin, et ce sont des femmes, lorsqu'elles vont aller voir des sexologues, juste avec des pratiques mécaniques, vont arriver finalement à venir à bout de leur vaginisme. D'autres dégâts, c'est le fait que beaucoup de femmes, bon ça c'est à travers le monde, les Américains ont fait énormément d'études sur l'orgasme féminin et ont prouvé que bon, il y a au moins 40% seulement des femmes qui arrivent à un orgasme féminin, mais au Maroc, beaucoup de femmes justement n'arrivent pas à cet orgasme parce que je vous apprends rien en disant que la sexualité est aussi cérébrale, et quand on a éduqué une fille à ligoter son corps, à lui montrer que sa fonction sexuelle est une honte, qu'elle est sale, qu'elle ne doit pas se donner, c'est pas parce qu'elle va être déflorée par un mari que tout cela va être débloqué. Je crois que je vais devoir conclure. Oui, vous avez dit, madame, qu'il va falloir briser le silence. Oui, il faut briser le silence. Ce dont je me suis rendu compte, par exemple, c'est que contrairement à ce qui est dit dans l'islam, au niveau du Coran, il y a une égalité au niveau du plaisir et du désir, une égalité au niveau de l'orgasme partagé entre l'homme et la femme, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans l'exégèse, dans les recommandations du prophète. Mais en fait, dans nos cultures, on nous dit que Dieu a créé l'homme avec une super puissance sexuelle, mais pas la femme. Et on nous dit, ça c'est le discours. Hein. Il y a même un discours, le discours qui vous dit que l'homme ne peut pas se passer de sexualité, parce qu'il doit vraiment, il doit se débarrasser de son sperme, sinon le sperme lui monte à la tête, il fait des boutons, il le rend un petit peu zinzin, etc. C'est des croyances. Hein. Donc l'homme doit avoir un exercice sexuel intense, mais la femme, elle, Dieu ne l'a pas du tout pourvue de désir sexuel. Et quand la femme revendique sa part de plaisir, elle est taxée de vicieuse, de femme indigne, etc. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, les anciennes générations n'avaient aucun droit au plaisir. Hein. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que cette majorité de la population qui est jeune, cette majorité de la population féminine réclame son droit au plaisir. Et ça, c'est quelque chose de très promettant pour le Maroc. Elle réclame son droit au plaisir, elle réclame l'orgasme aux hommes quand elles sont dans une situation sexuelle avec les hommes. Elle s'assume. Elle s'assume. Et maintenant, il y a des choses, il y a ce silence justement à briser. Les femmes, et c'est ce que moi je dis à mes étudiants, quand on a ces débats, je leur dis attention, vous dites que vous désirez les femmes, mais on ne vous a jamais dit qu'une femme peut désirer un homme. Et ils sont, non, pas les femmes, pas ma mère, pas mes sœurs. Oui, monsieur, Dieu, vous êtes croyant. Eh bien, Dieu a dit, il nous a créés avec une fonction sexuelle et des pulsions, et il vous a créé, vous. Les femmes ne vous ont jamais dit qu'elles ont le désir, qu'elles-mêmes, elles désirent des hommes. Et si on brisait déjà le silence à ce niveau-là, si les mères ne disaient plus à leurs filles, toi, tu dois rester chaste, parce que si tu as des pulsions sexuelles, tu es vicieuse. Et à leurs garçons, elles disent, toi, indirectement, tu dois avoir beaucoup d'exercices sexuels dès l'adolescence. Eh ben, si déjà on arrivait à dire à ces jeunes, aux mères à qui il faut beaucoup parler, que nous avons notre désir également, eh ben, je crois qu'on arriverait à cette égalité, au moins à cette reconnaissance du désir. Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui que lorsque une fille se marie à 30-35 ans, qu'on lui demande de rester chaste jusqu'à 30 ou 35 ans. Si elle choisit de rester vierge, je respecte parfaitement. C'est bon, il faut que j'arrête, je crois. Si c'est un choix personnel qu'une fille choisit de rester vierge jusqu'à son mariage, on n'a aucun jugement de valeur. C'est son droit le plus absolu. Mais ce que je dénonce, ce sont tous les abus, l'agression et la violence qui sont faites sur les femmes au nom d'un islam qui n'a rien à voir avec ces violences, mais surtout au nom d'une culture qu'il faut complètement déconstruire. Je vous remercie. Merci. Merci.
Muchas gracias. Merci beaucoup, Bueno, Sumaya. ahora vamos a Bien, pasar maintenant, la nous allons palabra passer la a parole à Rosalia Rosalía Vázquez. Vázquez viene en C'est representación y es bueno, es la les presidenta y la fundadora, ¿no? représentantes Rosalía et también, représidentes de la de Asociación Mujeres Gitanas l'association Alborea. Femmes Además, Gitanes bueno, Rosalía es una Alborea. mujer pues Rosalia referente, ¿no? est une Lideresa référence, une de los cambios y leader de las luchas de los derechos des de las changements mujeres. des droits de la femme. Bien, tout d'abord, je veux les remercier de me donner cette grande opportunité en ce jour. Je vais parler doucement parce que je voudrais que vous me compreniez bien. C'est important d'être nous, les gitanes. Vous m'entendez pas? Là? Bien. Non, tout d'abord, je veux remercier l'UNAF de m'avoir invité ici parce que c'est très important pour moi, pas seulement pour moi, pour beaucoup de femmes qui sont là, quelques-unes d'entre elles. C'est très important pour moi d'être là et c'était une grande joie pour moi qu'elles aient été invitées. J'ai toujours lutté pour que les gitanes soient présentes dans ces enceintes. Je me rappelle, quand nous avions commencé à Santander, dans les années 70, nous avions créé une association d'hommes et de femmes. Et ce sont les hommes qui m'avaient choisi comme présidente. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est bizarre, ils m'ont choisi, moi, comme présidente, moi, une femme. Je les ai remerciés. Et puis, je pensais en mon fort intérieur, si je suis présidente, je vais lutter, je vais créer un espace pour les autres femmes. Parce que si elles voient qu'une femme entre, il pourrait y en avoir d'autres. Et puis j'ai découvert autre chose. C'était à l'époque de la dictature encore. Ces temps étaient difficiles. Et ils avaient en fait très peur d'être président. Et ils étaient terrifiés. Voilà pourquoi ils m'ont nommée présidente. J'avais 18 ans à ce moment-là. Et donc je me rendais partout. Je me rendais dans les sessions plénières, dans la mairie. Et où on disait que les gitans devaient être présents. Et c'est terrible. Et en 81, alors, en dehors de l'association et dans l'association, moi j'ai continué à exercer sans comprendre que ça a été à cause de la peur. Lors du coup d'État de 81 à la mairie de Santander, il y avait une liste de gens à fusiller et je faisais partie de cette liste et c'est là que j'ai compris pourquoi les hommes m'avaient mis à ce poste. Moi j'avais une fille et je demandais à ma mère d'en prendre soin parce que moi j'allais gagner mon pain dans la rue et puis il pouvait me arriver quelque chose. Mais c'était un mensonge et je le savais. Donc j'ai quitté ma maison, je suis partie à la campagne et je suis partie toute seule pour au moins si il me tuait seulement. J'ai laissé ma mère et ma fille, je suis partie et toute une nuit j'ai regardé la télévision dans un endroit et avec une femme qui était présidente d'une association de consommateurs et son mari était conseiller de la mairie qui m'a prévenue. Mais elle m'a dit, Rosalia, cache-toi, hein, nous avions une maison à la campagne qui servait d'abri pour les chiens. Et c'est là que je suis restée à ce moment-là. J'ai pris la télévision, une petite télévision. Et je suis restée là-bas et je regardais les événements du coup d'État. Et puis je me disais, bon, quand on ouvre les yeux, on ne peut pas les refermer. Et je me suis dit, bon, si je meurs, voilà. Il y a des gens qui diront que cette personne est morte pour défendre les autres.
Et puis peut-être que les femmes seront encouragées à faire ce que j'ai fait, à suivre mes pas. Et puis bon, finalement, le coup d'État n'a pas réussi. Et moi, évidemment, j'ai pris du poil de la bête à ce moment-là, hein, parce que quand je me suis rendu compte que les hommes m'avaient choisi à cause de ça, c'était épouvantable, hein. Juan de Dios, c'était un gitan qui était député. Il a commencé à travailler avec nous et il nous a dit, venez au Congrès. Et quand je suis rentrée, moi, en tant que députée, j'ai pleuré. Hein, quand je suis allée au Congrès, j'ai pleuré parce que c'était vraiment quelque chose de grand. Quand une femme est ignorante, donc elle n'a pas les outils adéquats pour pouvoir avancer, progresser. À ce moment-là, il y avait des lois contre nous. Depuis 1499 jusqu'à 1978, il y avait des lois contre nous. On nous a envoyés en dehors des villages parce que dans le code de la guerre civile, l'article 4 disait que les gitans ne pouvaient pas rester plus de 24 heures dans un village. C'est-à-dire que l'on n'avait pas accès à l'éducation, à la santé, au travail, ni même au vivre ensemble. Quand je vous parle de cela, je veux que vous compreniez pourquoi nous en sommes là, dans cette situation. Peut-être que ce n'est pas tout à fait lié à ce dont vous parlez, mais je dois le dire parce que vous ne comprendriez pas alors quelle est notre situation aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons fait depuis lors? Avec les familles, nous nous sommes réunis. Et comme nous sommes unis et en dehors des villages, on pensait conserver notre culture puisqu'elle nous permettait de nous maintenir unis. Alors, on se mariait avec les cousins parce qu'on n'avait pas l'occasion de connaître des inconnus. Et ces gens n'arrivaient pas jusqu'à nous parce que ce n'était pas permis. Voyager dans les trains, on ne pouvait pas non plus. Hein. Il y a très peu de temps encore. Hein. Avec tout cela, quand moi j'étais sauvée de cette situation, et je suis devenue dure comme un roc. Je me suis dit, peu importe ce qui m'arrive, je dois parler et je dois dire ce qui est. Il faut que nous soyons visibles dans toute la société, partout, parce que maintenant nous pouvons parler dans la démocratie. Juan de Dios était député et pour nous c'était quelque chose de grandiose. Nous avons commencé à travailler. Nous avons travaillé avec lui. En 86, l'Espagne est entrée dans l'Union européenne. Nous sommes rendus aux institutions dans l'Europe. Et ceci nous a donné une force énorme de pouvoir entrer sans être jetés. Et il y avait un gitan, un représentant gitan. Et c'était fantastique, un grand changement. Donc, j'ai travaillé là-bas pour que les gitans puissent avoir des logements, surtout, un logement digne, parce qu'il y avait une loi dans la Constitution de 78 qui disait que tout le monde avait droit à un logement digne. Donc, pour que les enfants puissent aller à l'école aussi, pour qu'ils puissent voir ce que moi je pouvais voir. Parce qu'avant, notre vision était petite parce qu'on vivait dans un espace limité et on ne pouvait pas entendre, voir tout ce que l'on peut entendre, par exemple, aujourd'hui ici. Donc, j'ai commencé à travailler dans ce sens. Les enfants devaient aller à l'école et les filles surtout. Parce qu'après être passée par l'association, je me suis aussi rendu compte de différentes choses. Je suis passée au mouvement citoyen et je me suis rendu compte que dans les universités aussi, on pouvait apprendre des choses. Je voulais que des associations puissent être créées. C'était avant la naissance des autonomies.
dans les régions, des communautés autonomes. Je voulais que les Gitans créent des associations et qu'ils commencent à s'unir pour défendre nos droits. Il est vrai qu'on avait des droits, mais dans l'esprit de beaucoup des gens, ces droits n'étaient pas vraiment applicables. Donc ce que l'on voulait, c'était être visible, que nous ne nous disent pas que nous sommes des voleurs, ou que nous sommes des assassins, ou toute autre chose. Nous voulons donc nous faire connaître, parce que nous sommes autre chose. Nous voulions participer à ce que tout le monde faisait. En 1995, nous avons créé des associations de femmes, des associations de gitanes, et nous nous réunissions en pensant, en apportant chacune ce qu'elle pouvait, et nous participions tous à cela. Et si l'une voulait se former, on luttait pour sa formation. Parce que sans information, nous n'avons pas d'outils. Sans formation, nous n'avons pas d'outils. Il faut se préparer. Ne pas savoir lire et écrire, c'est terrible. Nous avons besoin des outils de ce temps parce que nous devons nous épanouir dans cette époque. Dans votre époque, vous vous épanouissez de telle forme et nous, on reste bouche bée devant ce saut qualitatif. Mais nous ne vivons pas dans le même temps, apparemment. Mais quand on vous écoute, on commence à travailler avec vos outils et nous atteignons beaucoup d'objectifs. Les femmes demandent à ne pas se marier si jeunes et on se demande pourquoi est-ce qu'on se mariait si jeune. Avant, l'espérance de vie était très courte chez les gitans. 50 ans, c'était déjà très âgé. Donc, on se mariait à 14, 15 ans. Mais maintenant, les temps ont changé. Il faut bien identifier les temps dans lesquels nous vivons. Il faut donc donner ces idées aux femmes pour qu'elles se forment et qu'elles entrent dans la bataille. C'est alors que nous parvenons à obtenir ce que nous voulons. Et les maîtresses du jeu, ce seront nous. Et alors, on les regardera les hommes et on leur dira, allez, formez-vous, allez, formez-vous. Oui, vous n'êtes pas formés. Allez, c'est pas pour ce que vous êtes des hommes que vous avez tout, que vous aurez tout. Et on leur dit, non, on ne veut pas nous marier, on ne veut pas se marier à 15 ans, on veut se former parce qu'on veut faire autre chose. On ne veut pas seulement être à la merci de ce que vous dites, vous les hommes, parce que nous avons la connaissance et nous savons que nous voulons autre chose. Et ce que voulez-vous? Non, on ne veut pas. On va lutter pour ce que l'on veut, nous, parce que c'est bon pour nous et c'est bon pour nos filles. Et quand les femmes, nous formons, c'est le développement pour tout notre peuple, parce que nous agilisons tous les processus, parce que nous éduquons nos enfants. Et si nous transmettons notre culture à nos enfants, nous avons le devoir de le faire en transmettant les changements. Nous ne devons pas rester selon le statu quo. On ne veut plus non plus le mariage traditionnel. Et parce que les droits doivent être adaptés aux personnes. Nous ne sommes pas toutes pareilles. Il y a des gitanes qui disent « Moi, je veux me marier à l'ancienne. » Oui, d'accord, chacune son rythme, chacune son temps. Et puis, il y en a d'autres qui disent « Je ne veux pas me marier de la sorte. Je veux briser cela. » Voilà ce qu'on fait, nous les gitanes. Nous brisons la situation parce que nous aimons
diriger, tout comme les hommes, nous voulons diriger. Nous avons monté une association à Valence de gitanes et qui a été fantastique parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes et on leur a dit dirigez, dirigez, mais vous avez besoin des outils. Allez dans les meilleures écoles et ne ratez pas les cours parce que sinon vous n'allez pas pouvoir vous épanouir et vous allez être sous le joug de ces messieurs. Et ça ne vous plaît pas cette situation? Eh bien, commencez à étudier, à travailler. Alors, moi, je me suis rendue dans de nombreux pays et l'esprit que j'avais a changé, s'est ouvert. C'est devenu une ressource pour le peuple gitan. Voilà ce que l'on veut faire avec les femmes. On prend un autobus, un bus, on se met notre argent en commun et puis on va dans d'autres pays, on va écouter d'autres femmes. Vous l'avez fait, vous toutes. Comment est-ce que vous avez obtenu la connaissance? Quand vous avez écouté ce qui se fait dans d'autres endroits. Eh bien, les femmes, on ne leur dit pas, elles doivent le voir elles-mêmes. On ne va plus être d'accord pour que les femmes gitanes soient invisibles. Nous devons d'abord acquérir les outils que vous avez acquis, vous autres, parce qu'on ne va pas gagner la guerre sans ces outils. Si nous partons en guerre, il faut les outils. Alors moi je parle comme ça parce que je suis très claire, je parle avec ce langage, mon langage. Ce sont nous qui devons acquérir ces outils. Non, ces armes, ce ne sont pas pour ces messieurs, non. Nous voulons autre chose. On dit que tout ce qui est en mouvement continu ne se dégrade pas. Voilà pourquoi nous menons la réflexion suivante. Qu'est-ce qui est valable dans ces temps, les temps d'aujourd'hui, cette époque? Et quel type de développement, quel type d'outils sont opportuns à cette époque, sont nécessaires? Et donc, petit à petit, nous avançons beaucoup plus vite. Et nous allons vous rattraper, c'est sûr, c'est sûr. Oui, ce ne sont pas nous, les femmes, qui vont vous rattraper, mais ce seront nos filles, parce que nos filles sont déjà formées. Elles vont à l'école, elles vont à l'université et elles veulent aller à l'université. Alors, qu'est-ce qui nous manque? On ne peut pas travailler parce que les gitanes, quand elles travaillent quand elles cherchent du travail, même avec un diplôme, on ne nous prend pas, on ne nous embauche pas. Il faut travailler auprès des entreprises pour qu'elles s'impliquent dans ce développement, dans ce progrès. Nous en avons besoin. Une femme ne prend pas son autonomie, ne vit pas vraiment son empowerment si elle ne peut pas travailler. Parce que si je ne veux pas me marier, qu'est-ce que je fais? Et moi, je me suis séparée de mon mari parce que je lui ai dit « Est-ce que tu vas me laisser te commander ?» Il m'a dit non. Mais alors, je suis partie, c'est comme ça, voilà. Non, ça ne m'intéresse pas? Non, d'accord. C'est mes parents qui m'ont mariée quand j'étais très jeune, mais après j'ai vu que non, ça n'allait pas avec moi et je suis partie. Allez, chacun a suivi son chemin, j'ai pris ma fille et puis une autre fille est restée. Et puis mon autre fille, une fois quand elle a grandi, quand elle a pu faire usage de sa raison, elle a dit bon, moi je me vais avec ma mère. Alors voilà, je suis partie et jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Je n'ai pas voulu me remarier parce que j'ai eu une mauvaise expérience. Voilà. Mais j'ai choisi ce que j'ai voulu faire. Je veux être libre, je ne veux pas me marier. Et celles qui veulent se marier, qu'elles se marient. Les gitanes, nous sommes très différentes, bien sûr. Et ce que l'on va faire, en tout cas, c'est tracer un chemin de diversité et entreprendre tout ce chemin pour pouvoir obtenir la liberté
pour pouvoir obtenir tout ce qui est possible pour que la femme s'épanouisse. Voilà ce que l'on doit faire, tout apprendre les unes des autres, dans une culture ou dans l'autre. C'est vrai, il y a cette culture que l'on respecte, mais il faut l'adapter au temps qui court. Avant, quand j'étais petite, j'avais des sandales de toutes les couleurs. Mais maintenant, non, c'est ridicule si je mets ce genre de sandales. Qu'est-ce que je fais? Je m'adapte au temps qui court. Alors, en tout cas, le plus important, vraiment, aujourd'hui, c'est l'éducation et la formation, vraiment, parce que ceci nous donne des outils pour tout. Nous sommes très loin de vous, vraiment très loin de vous, hein, parce que la culture, ce que nous renvoie la société, être gitane, c'est vraiment être la dernière roue du carrosse, mais parce qu'on ne n'a pas donné l'occasion de parler. Et là, maintenant, on nous a donné cette occasion de parler. Et j'en suis vraiment contente. Quelle joie pour moi de pouvoir vous raconter cela, pour que vous puissiez savoir quelle est notre situation. Je vous dis toujours la même chose. À partir de la réflexion. Si on ne connaît pas le passé, on ne comprend pas le présent. Et si on ne comprend pas le passé, comment est-ce que l'on va créer le futur? Il faut commencer depuis le début et connaître ce qui s'est passé, et c'est alors que nous comprendrons pourquoi nous sommes dans cette situation. Et si nous sommes dans cette situation, nous voulons changer l'avenir, mais on ne peut pas le changer nous seuls. Vous devez être avec nous parce que vous avez les outils. Nous allons entreprendre ce chemin toutes ensemble, pas chacune d'un côté ou de l'autre, parce que nous sommes différentes ou parce que nous n'avons pas obtenu ce que vous avez obtenu. Allons-y ensemble et apprenons les unes des autres. Vraiment, c'est le plus important pour nous. Voilà pourquoi je remercie encore l'UNAF, parce que cette enceinte nous permet de parler, de nous faire comprendre, de parler avec la liberté que vous avez, vous. Hein? Nous, notre liberté est restreinte, hein? Imaginez. Donc, vraiment, c'est très important. Je vous dis avec le cœur sur la main. Hein. Si vous voulez, je peux vous le dire d'une autre manière, mais ce n'a pas de sens s'il n'y a pas le sentiment. Moi, je veux vous le dire avec le cœur sur la main. Ce que je pense là maintenant, c'est vraiment que les filles ne doivent pas être obligées à se marier jeunes, qu'elles puissent s'épanouir par la connaissance, qu'elles aient un espace, une visibilité, qu'elles ne soient pas sous le joug de personne, qu'elles puissent diriger. Et ça, on peut en parler ici avec toute la liberté du monde. Moi, quand j'en parle au village gitan, on m'envoie en prison parce qu'on dit que je tue la culture. Et non, ce n'est pas ça. Parce que la culture doit évoluer selon les temps. Voilà, je ne sais pas quoi vous raconter d'autre. Merci Rosalia, merci de ton exposé pour nous donner l'opportunité de partager avec toi ton énergie. Nous avons quelques minutes, une quinzaine de minutes pour ouvrir un débat, poser des questions. Et donc, ça remue, c'est un sujet qui remue vraiment beaucoup de sentiments. Donc, j'aimerais que nous profitions de nos colères et pour poser des questions spécifiques et de partager dans d'autres espaces quelques réflexions. Mais on va profiter d'abord de nos collègues. Merci. Ah, vale. Por favor, Bárbara. Donc, Barbara, les tests de virginité, il est interdit par la loi ou pas? Et pour Soumaya, s'il vous plaît, une question. Oui, une question pour Soumaya. Je suis d'accord avec vous que la vie sexuelle et la liberté sexuelle de la femme au Maroc et au Maghreb a beaucoup évolué, mais je voudrais savoir si, toutefois, au Maroc, on oblige encore la femme violée à se marier avec celui qui l'a violée. Merci beaucoup.
Toute pratique qui viole des droits des femmes est interdite. Cela ne veut pas dire qu'elle est visée par notre code pénal, mais ça porte atteinte contre les droits visés aux conventions des Nations Unies. C'est une pratique discriminatoire et tout ce qui entraîne une discrimination envers les femmes doit être interdit, est interdite parce qu'il y a d'autres conséquences aussi. Oui. Donc, pour la question de Soumaya. Oui, merci Malia. Il y avait cet article qui donnait le choix à un homme qui a violé une fille, soit de l'épouser, soit d'entrer en prison. Il y a 6 ans, il y a une fille qui avait été violée, séquestrée, et elle s'est suicidée après que ses parents l'aient mariée. Et à partir de là, eh bien, cette loi, il y a eu une mobilisation de la société civile et cette loi a été abrogée. Moi, j'ai parlé à la maman de cette fille, Amina. Tout à l'heure, je disais que c'est pas parce qu'il y a une loi qui est là que ça va changer les mentalités. J'ai demandé à la maman de Amina qui s'est suicidée, pourquoi tu as permis à ta fille d'épouser son violeur, mais est-ce que tu te rends compte de ce que c'est? Et alors, elle m'a dit, écoute, elle n'était plus vierge, c'était un déshonneur. La seule manière pour qu'elle se marie un jour, c'était qu'elle épouse son violeur. Vous voyez, il y a les lois, mais il y a aussi les mentalités qui peuvent être vraiment, qui peuvent bloquer justement l'avancée des lois. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est impossible. Un violeur, on ne lui donne plus du tout ce choix. Merci, madame. Vale, bueno, yo quería preguntar, tal vez Donc, je voudrais vous poser une question peut-être à tous ou peut-être à Barbara, parce que vous avez évoqué tout à l'heure de sujets politiques et que c'est la femme, mais bon, comme Rosalie a évoqué, pas toutes les femmes sont dans les mêmes circonstances et les mêmes expériences, elles ne sont pas concernées par les mêmes choses. Donc, il y a quelque chose que l'on a évoqué légèrement, mais qui semble-t-il qui est toujours présent. Et je voudrais vous poser la question, et quel est si ceci a un rapport, cette hétéronorme avec la virginité, quel est le rapport? Parce qu'il y a et pour les femmes lesbiennes, la violence sexuelle tout ce qui concerne les coïts, la virginité est différente parce que tout d'abord, on suppose qu'une femme lesbienne qui n'a pas été avec un homme est toujours vierge, donc la violence est subie peut-être différente, en mode de punissement, avec, je sais pas, avec d'autres personnes, c'est peut-être plus compliqué. Avec les homosexuels. Donc, en ce qui concerne la partie des hommes, donc toute cette mystique de la virginité et de déflorer une fille entraîne cette hétéronorme. Donc, je pense que c'est quelque chose que l'on a évoqué une seule fois, mais qui est peut-être inhérente et qu'on ne la rend pas explicite et on n'établit pas les rapports avec le féminisme, avec le mouvement LGTBI. Et donc, je voudrais vous poser cette question. Quel est le rapport explicite aussi, si ceci n'a pas de sens, je ne sais pas. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un rapport évident. Peut-être on n'a pas évoqué ces sujets parce qu'on ne sait pas comment aborder tous ces sujets. Moi, je suis une féministe. Je pense que le sujet politique du féminisme est justement la femme. Et je comprends bien que ceci est un débat à ouvrir par d'autres collègues. Et donc, évidemment, la virginité, le mandat de la virginité a toujours un lien avec cette hétéronorme que l'on entend où on entend la virginité d'une perspective, d'un point de vue du coït. Et ceci n'empêche pas le rapport avec tout cet encadrement des collectifs LGTBI. Et je ne sais pas si je m'explique bien. Et ceci peut-être n'entraîne pas toute une dispute entre les différentes perspectives féministes. Je suis tout à fait d'accord avec toi dans ce sens.
Et aussi que parfois on passe à côté et lorsqu'on évoque le mandat de la virginité, on ne devrait pas le faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voudrais apporter un mot de réflexion parce que vous avez évoqué les femmes, les lesbiennes après, les bisexuels. Il y a vraiment un lien avec le mandat de genre. Lorsqu'une femme est lesbienne, on n'en parle même pas de virginité, elle n'est pas visible. Mais pour l'homosexualité masculine, la virginité est toujours présente et est très importante. Il y a un mandat important culturel sur le fait de perdre ou ne pas perdre et de quelle manière il y a toujours des violences associées. Et donc c'est toujours un sujet hétérocentriste, patriarcal, évidemment. Hola, buenos días. Bonjour, je voudrais poser la question tout d'abord à Barbara en ce qui concerne la violence institutionnelle qui n'est pas visée, comme la Convention d'Istanbul, l'inclusion de la violence sexuelle dans la violence conjugale. Ah oui, pardon, oui, elle est visée, mais pas notre loi. En 2004, en ce qui concerne les femmes qui sont victimes de violences conjugales qui entraînent de la violence sexuelle dans la plupart des cas. Donc, je suis intéressée à savoir s'il y a des ressources spécifiques où elles sont toujours démunies. Je sais qu'à Madrid, ici à la région, ça existe le SIMASCA qui vise pour des femmes qui n'ont pas subi de violences conjugales et qui sont majeures. Donc, je pense que tu poses deux questions. Tout d'abord, la violence institutionnelle et d'autre part, l'assistance des ressources. La violence institutionnelle, c'est la maltraitance des institutions envers les femmes. Ce n'est pas visé dans notre norme. À la région de Castilla-La Mancha, ça a été appliqué pour la première fois. Donc, c'est une percée vraiment importante. Et à l'Amérique latine, c'est vraiment visé. Donc, la violence institutionnelle entraîne d'assumer quelques responsabilités en tant qu'institution publique. Pour les ressources, on ne dispose pas des ressources. Dans le cas de la région de Madrid, il y a une organisation qui s'appelle Luz Casanova qui travaille avec des garçons et des filles adolescents, mais ce sont quelques mesures qui relèvent des subventions, des allocations, ne sont pas intégrées aux politiques publiques. Dans d'autres régions que je connais, bon, les paradigmes, par exemple à Madrid, les SIMASCA, je suis très critique sur l'approche de SIMASCA, même si son équipe est très bonne. Donc, il y a notre cas de violence conjugale, de violence domestique ici dans la région, malheureusement. Donc, il faut le fait, pas les paroles. Donc tout ceci n'est pas respecté et dans d'autres régions, ça n'existe pas. En Galicie, ça n'existe pas, il n'y a pas de ressources. Et à La Rioja non plus, en Andalousie, il y a plus de ressources. La Catalogne dispose d'autres ressources, mais bon, ils oublient parfois la réalité des femmes du milieu rural, des filles qui sont issues du milieu rural et qui sont installées dans les provinces. Je suis désolée, je suis très négative, mais je voudrais bien que vous compreniez que ceci, c'est mon approche activiste dans les politiques qui cherchent justement que les institutions commencent à travailler pour respecter tous ces standards parce qu'il n'est pas acceptable, il n'est pas admissible que les filles ne disposent pas d'un lieu d'assistance, d'un numéro de téléphone lorsqu'elles sont violentées, soit par leurs partenaires, leurs parents, leurs professeurs. Nous sommes dans un état de droit et on ne peut pas se permettre que les filles confrontent cet enfer à l'ère d'être assistées en fait. Hola, buenos días. Felicitar. Donc, bonjour, tout d'abord je voudrais féliciter l'UNAF. Je m'appelle Sonia Navas, je suis présidente de l'enclave féministe et je suis professionnelle dans la clinique. D'accord. Donc je ne veux pas entamer la polémique. Le paradigme c'est un peu décourageant. Je faisais partie de l'équipe de CAVAS depuis le centre d'attention aux victimes d'agressions sexuelles. Donc il a dit
disparu, mais l'assistance aux femmes reste toujours. Donc, on a créé une fédération et on assiste. On a conservé la même adresse électronique, le même numéro de téléphone, mais on ne veut pas provoquer une alarme. Donc, certes, les administrations publiques, non seulement l'État, l'ensemble des administrations publiques gouvernées pour n'importe quel parti, doivent mettre en place des politiques publiques et les associations, les organisations féministes ne pouvons pas vivre et dépendre des subventions parce que ceci a été constaté lorsqu'il y a la droite au pouvoir, le féminisme, peu importe, et on ne finance pas. Donc, le féminisme doit intégrer les politiques publiques et que ce soit les administrations qui établissent la manière dont on peut intégrer les organisations féministes. Nous travaillons pour la dignification de la violence comme un domaine sur lequel il faut beaucoup travailler, toutes les approches que vous avez évoquées et tout repose sur l'éducation pour que cette violence sexuelle n'existe pas et travailler beaucoup avec ces familles dans lesquelles l'entourage de l'agresseur qui appartient toujours à l'environnement de la femme agressée. Et donc, même si le paradigme est tout décourageant, mais on n'a jamais oublié de nommer et évoquer la violence sexuelle comme une partie des violences domestiques. Merci. ¿Puedo contestar por alusiones? Donc, est-ce que je peux répondre? Je suis tout à fait d'accord avec une partie du discours de ma collègue. Donc, ma thèse portait sur l'abandon de la violence sexuelle par les mouvements féministes. Ceci veut dire qu'ils sont toujours accompagnés. Donc, si on revoit un petit peu toute la littérature scientifique, on n'a pas de référents, sauf Ana de Miguel qui a écrit cet article et d'autres professionnels. Il n'y a pas de littérature. Tout ce que j'ai pu trouver en faisant ma thèse, c'est des informations des organisations, quelques organisations qui ont pu survivre et grâce à cette allocation. Et les mouvements féministes, moi je crois bien qu'il a abandonné la violence sexuelle. Et ceci n'entraîne pas qu'il y a des féministes qui sont des référents. Donc le mouvement, ça a été toujours les victimes survivantes de la violence domestique et même la violence a été toujours invisibilisée. Un bon exemple, en faisant ma thèse, j'ai toujours accompagné les victimes et j'ai pu faire une évaluation depuis les premières politiques publiques en 1998 jusqu'au présent et les mesures que l'on a prises concernant la violence sexuelle. Et c'est quelque chose presque inexistant. Donc, de ceci, preuve de cet abandon qui existait d'une partie de ces mouvements politico-féministes. Ceci ne veut pas dire qu'il y ait toujours des collègues qui ont toujours continué de se battre pour cette visualisation, comme par exemple celle des Cabas, d'autres associations qui ont été les seules qui ont pris la tête et ont pris l'arène de ce combat. Et donc tout ceci est fondé sur mon expérience. Après, on pourrait constater les données. Je vous parle depuis ma propre investigation, ma propre recherche. Donc le 22 novembre, on va publier un rapport en Amnesty International sur l'état espagnol sur la violence sexuelle. Donc on va lancer une évaluation sur cet abandon justement. Donc peut-être on a des questions pour une dernière question. On a du temps pour une dernière question. Sinon, on va procéder à la clôture de la journée. Donc merci à toutes et à tous. Donc on procède à la clôture. Il y a une dernière question, excusez-nous. Donc je voulais juste remercier Rosalía Vázquez, que j'ai bien aimé votre discours. Donc je pense que vous êtes la meilleure. Je ne sais pas si je peux dire qu'elle est la meilleure, mais vraiment pour moi c'était la meilleure. Donc nous travaillons avec des femmes gitanes et ça a beaucoup en lien, cet exposé sur la virginité avec le fait qu'elles accouchent à 13 ans et donc lorsqu'elles entament ces rapports, elles sont des vierges. Je pense que ça nous concerne, donc merci de votre énergie et merci à toutes vraiment.